Un juge réprimande un infirmier noir pour avoir porté une blouse au tribunal. Sa réponse fait lever la salle et applaudir. Les lourdes portes en chêne du palais de justice du comté de Jefferson s'ouvrirent dans un grincement long et rauque qui sembla aspirer l'air de la pièce, comme si le bâtiment lui-même se préparait à la tempête qui s'annonçait. Dans la salle d'audience caverneuse et haute de plafond, tous les regards se tournèrent brusquement vers l'entrée, rivés sur la silhouette solitaire qui franchissait le seuil. Isaiah Monroe franchit le seuil, chacun de ses pas résonnant sur le marbre froid, un bruit creux qui semblait bien plus fort qu'il n'aurait dû l'être. Vêtu d'une simple blouse d'hôpital bleu marine, il semblait dépareillé parmi les costumes sur mesure, les robes repassées et les cols raides qui peuplèrent la pièce tel un jardin de statues dédaigneuses. Ses chaussures, bon marché et usées par d'innombrables journées de travail de 12 heures, grinçaient sur le sol luisant avec un rythme presque accusateur, comme pour rappeler à tous que cet homme n'avait pas sa place parmi eux, pas dans leur vision de la justice. Des murmures s'épanouissaient comme des mauvaises herbes parmi les gradins. Certains visages se tordaient de confusion, d'autres se durcissèrent d'un mépris à peine dissimulé. Pour eux, un noir arrivant au tribunal habillé comme un infirmier était plus qu'inapproprié. C'était une offense, un défi à la bienséance tacite d'un système qui avait depuis longtemps décidé qui méritait la dignité et qui n'en méritait pas. La poitrine d'Isaiah se serra sous le fin coton de sa blouse, la nervosité familière lui rongeait la peau, mais il refusait de laisser le poids de leurs regards lui courber les épaules. Au lieu de cela, il avançait avec une détermination calme, serrant contre sa poitrine un classeur en cuir cabossé, si bourré de papiers qu'il tenait à peine fermé. Les documents qu'il contenait, déclarations signées, graphiques oraux datés, rapports d'incidents, étaient censés le protéger. Ils étaient censés prouver la vérité. Pourtant, ici, dans cette caverne d'intentions cachées et de mensonges raffinés, Isaiah savait que ces papiers n'étaient guère plus qu'un mince bouclier contre une tempête de grêle. Il y a 2 semaines, le monde avait encore un semblant de sens. Il travaillait de nuit aux urgences, une routine qu'il connaissait par cœur. Ce soir-là, le fils du sénateur blanc avait été admis d'urgence après s'être effondré pendant un match de football américain universitaire. Isaiah, avec l'aide d'une équipe d'infirmières et de médecins, s'était démené pour le stabiliser. Durant ces minutes frénétiques, Isaiah avait remarqué les symptômes du garçon, des signes subtils qui indiquaient un problème plus profond et plus mortel que le médecin traitant en chef, le docteur Stephen Langford, n'était prêt à l'admettre. Lorsqu'Isaiah avait tenté d'exprimer ses inquiétudes, Langford l'avait balayé d'un sourire narquois, minimisant ses observations devant toute l'équipe. Juste un infirmier, l'avait-il qualifié, comme si des années d'expérience et d'innombrables vies sauvées ne valaient rien face à la parole d'un homme qui versait des sommes à 5 chiffres au fonds de campagne de tous les élus locaux. Isaiah avait déposé un rapport officiel ce soir-là, un acte de défi discret qui, pensait-il, serait au moins consigné quelque part, même si rien n'en résultait. Mais avant même qu'une quelconque mesure corrective ne puisse être envisagée, le garçon était mort. Et avec la mort du fils d'un sénateur, le besoin impérieux d'un méchant s'était fait sentir. Debout, au cœur d'une salle d'audience imprégnée d'animosité, Isaiah comprenait à quel point ce rôle de méchant avait été taillé pour lui. L'air était lourd d'une odeur de bois verni, de papier usé et de quelque chose de plus aigre, comme un désespoir masqué par l'autorité. Le juge Ronald Hawthorne se dressait derrière le banc surélevé, sa robe noire drapant sa silhouette frêle comme un linceul de pouvoir. Son crâne chauve brillait sous la faible lumière du lustre, et son regard perçant et critique fixait Isaiah d'un regard qui suggérait que le verdict était déjà écrit, rangé dans un tiroir, attendant simplement la fin des formalités. Le regard d'Isaiah se porta vers le fond de la salle, où quelques visages familiers étaient assis, blottis les uns contre les autres. Des hommes qu'il reconnaissait dans les couloirs de l'hôpital, les concierges, les aides-soignants, le personnel de cuisine, des gens qui occupèrent des emplois invisibles, qui faisaient
tourner la grande machine, mais qui étaient traités comme des arrière-pensées par les supérieurs. Ils étaient venus aujourd'hui au risque de mécontenter leurs supérieurs et de perdre leur salaire, car ils connaissaient le cœur d'Isaiah mieux que n'importe quel haut fonctionnaire ne pouvait le prétendre. De l'autre côté de la salle, Vincent Carmichael était assis à la table du procureur, une silhouette si raffinée qu'elle semblait sculptée dans le marbre. Ses cheveux argentés étaient soigneusement peignés en arrière, son costume bleu marine à rayures parfaitement coupées, et sa bouche arborait un léger sourire narquois, comme s'il avait déjà goûté au capital politique que ce procès lui rapporterait. Carmichael jeta à peine un coup d'œil à Isaiah, échangeant plutôt de subtils hochements de tête avec un groupe d'hommes au visage impassible, assis juste derrière la balustrade en laiton de la galerie. Ces hommes portaient une armure puissante, leurs montres de luxe clignotant à chaque mouvement de leur siège, leurs chaussures cirées martelant le sol de la salle d'audience à un rythme nonchalant. Ils n'étaient pas là pour la justice. Ils étaient là pour s'assurer que rien ne s'effiloche, qu'aucune vérité dérangeante ne se ferait un chemin dans la lumière. L'estomac d'Isaiah se noua lorsqu'il s'approcha de la table de l'accusé, sa blouse se détachant dans une pièce cousue de privilèges, de richesses et de l'odeur nauséabonde du tout. Il ne s'agissait plus seulement du procès. Il s'agissait de contrôler les choses, d'enterrer l'embarras que représentait le rapport d'Isaiah, et par extension, son existence même. Il reposa soigneusement son classeur, dont la tranche était craquelée et écaillée après des années d'utilisation. À l'intérieur se trouvaient des fragments de la nuit, qui le hantaient encore, des notes manuscrites, des déclarations sous serment, signées par des collègues infirmiers, des orodatages prouvant que le docteur Langford avait outrepassé le protocole. Le doux murmure des voix à l'extérieur du palais de justice filtrait à travers les immenses fenêtres. Masonville bourdonnait comme un nid de guêpes déracinées. Des quarts de reportage jonchèrent les rues, leurs antennes paraboliques telles d'étranges fleurs métalliques s'épanouissant sur la pelouse du palais de justice. Experts et animateurs radio attisaient les flammes du procès, racontant le récit de l'infirmière incompétente et de la mort tragique d'un jeune homme prometteur, avec toute la subtilité d'un bourreau. Pourtant, sous la surface, des rumeurs plus profondes se tordaient comme des anguilles, des murmures de réunions secrètes entre juges et sénateurs, de dons échangés contre le silence, d'un système qui avait depuis longtemps cessé de prétendre servir tous équitablement. Isaiah s'autorisa un bref instant à fermer les yeux, ignorant les ricanements, les murmures, les regards noirs qui le fixaient. Dans cette obscurité, il entendit à nouveau la voix de son grand-père, forte et inébranlable, comme si elle se tenait juste à côté de lui. « Mon fils, on peut te dépouiller de ton titre, mais jamais de ta vérité. » Ces mots enveloppèrent son cœur comme une armure, le préservant du raz-de-marée qu'il sentait déjà monter autour de lui. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit clairement, les lustres étincelants, les greffiers ennuyés tapotant leurs stylos sur leur bureau, les ricanements tordus dissimulés derrière des sourires d'avocats, le juge feuilletant avec désintérêt un dossier qu'il n'avait aucune intention de lire attentivement. La vérité n'allait pas le sauver ici, pas de lui-même. Mais Isaiah n'était pas venu pour obtenir l'approbation du tribunal, il n'était pas venu pour gagner une bataille déjà truquée contre lui, il était venu pour se tenir debout, pour refuser de disparaître discrètement dans les rouages d'un système défaillant, pour s'assurer que, lorsqu'il tenterait de l'effacer, il devrait d'abord le regarder dans les yeux. L'huissier rappela le tribunal à l'ordre, sa voix résonnant à travers la salle comme un coup de semonce. Le juge Hawthorne se redressa légèrement, frappant son marteau une fois avec une indifférence machinale. Tandis qu'Isaiah se relevait, son classeur serré contre lui, il sentit le poids collectif de tous les hommes invisibles, écrasés par cet endroit devant lui. Il n'était pas naïf. Il savait que les jours à venir seraient brutaux, que les visages rassemblés dans cette salle n'étaient pas là pour voir la justice, mais pour l'enfouir plus profondément sous le marbre et la pierre. Pourtant, il avançait, une silhouette solitaire vêtue d'une blouse,
sa présence rappelant obstinément que certaines vérités refusaient de rester enfouies, peu importe le nombre de mains puissantes qui essayaient de les faire tomber. Aujourd'hui, Isaiah Monroe allait découvrir si un cœur armé de la seule vérité pouvait survivre à la guillotine d'un tribunal corrompu. Les champs étaient minces, les murs se refermaient, et l'air lui-même semblait chargé de l'inévitable collision entre le passé, le présent et le fragile espoir que l'avenir pouvait encore contenir. Et pourtant, dans cet instant lourd et tremblant, Isaiah choisit de croire non pas au système, ni aux hommes qui le jugeaient, mais à la simple et obstinée réalité qu'il avait fait ce qui était juste, même au prix de tout. 2 semaines plus tôt, par une nuit étouffante de chaleur et de l'agitation désespérée des urgences, les portes s'étaient ouvertes en claquant à l'arrivée du fils du sénateur. Isaiah avait été le premier à atteindre le brancard, le cœur battant la chamade, l'instinct plus vif que l'odeur stérile d'antiseptique qui flottait dans l'air. La peau du garçon était moite, sa respiration était saccadée. Un tremblement dans ses membres annonçait quelque chose de bien plus dangereux que ce que la surface suggérait. Isaiah s'était penché sur lui, lisant les signes avec l'intuition aguerrie issue d'années de travail sans prestige et ingrat. Puis le docteur Stephen Langford arriva, suivi d'un entourage de subordonnés qui hochèrent la tête à chacun de ces mots comme s'il s'agissait d'un décret divin. Langford jeta à peine un coup d'œil au garçon avant d'aboyer un diagnostic, balayant les protestations pressantes d'Isaiah d'un rire suffisant. Il avait rappelé à Isaiah sa place, lançant ces mots comme des os à un chien, sans tenir à la prise des constantes. Un infirmier, pas un médecin, pas quelqu'un qui mérite d'être écouté. Mais Isaiah n'avait pas réussi à faire taire l'avertissement qui hurlait dans sa poitrine. Protocole, peur, réputation. Tout cela se livrait à une guerre intérieure. Mais à la fin, sa conscience l'emporta. Il avait quand même déposé le rapport, la plume tremblant légèrement, tandis qu'il documentait chaque oubli, chaque erreur critique que Langford avait passée sous silence. C'était un acte anodin, désespéré, mais c'était tout ce qu'il avait. La mort du garçon 48 heures plus tard avait brisé la façade d'invincibilité de l'hôpital, et dans la fumée et les ruines, ils avaient eu besoin de quelqu'un à brûler. Maintenant, assis, raide, à la table de la défense, Isaiah regardait la salle d'audience se déployer autour de lui comme une fleur vénéneuse. Sa blouse lui collait mal à la peau, le désignant comme un étranger au milieu de cette marée de costumes sur mesure et de chaussures cirées. Marcus Hill, un homme nerveux, dont les lunettes glissaient constamment sur son nez, luttait vaillamment, mais visiblement contre la marée. Chaque fois qu'il se levait pour protester, le marteau de Hawthorne s'abattait avec un dédain presque théâtral. Rejeté, rejeté, ignoré. Les preuves furent balayées d'un revers de main pour des détails de procédure si futiles que même les spectateurs s'agitaient, mal à l'aise, sur leurs sièges. Isaiah serrait plus fort le classeur en cuir usé posé sur ses genoux chaque fois que la voix de Marcus était coupée au milieu d'une phrase. Le juge Hawthorne se renversait souvent dans son imposant fauteuil, inclinant la tête comme il faut, scrutant Isaiah avec une expression où l'agacement se mêlait à quelque chose de plus cruel. C'était clair, ils avaient déjà décidé de qui il était. Son procès n'était qu'une formalité, une performance pour la galerie. Pendant une courte pause, Isaiah se glissa dans la salle, appuyant son dos contre le mur de marbre froid. La sueur perlait sur son front, à la fois à cause de l'humidité étouffante et de la pression qui lui écrasait la poitrine. L'air du palais de justice était lourd, immobile, le genre d'air qui donnait l'impression d'avaler des pierres. 2 hommes en costume impeccable, blazer nonchalamment en bandoulière, passèrent d'une voix basse mais porteuse. Il a terminé. Ordre d'en haut, on ne peut pas laisser un inconnu embarrasser le sénateur. Les mots s'insinuèrent dans les oreilles d'Isaiah, s'y logeant comme des échardes. Il ferma les yeux, essayant de contenir la colère qui montait dans sa gorge, brûlante et amère. Une part de lui voulait refouler ces murmures suffisants, mais une autre part, celle, instruite par des années d'endurance silencieuse, lui disait de tenir bon. Marcus le rejoignit quelques instants plus tard,
la main posée brièvement sur l'épaule d'Isaiah, une ancre contre la vague de rage montante. Ils veulent que tu craques. Ils ont besoin que tu correspondes à leur histoire. De retour à l'intérieur, la tension se resserra comme un nœud coulant. Les murmures s'éteignirent lorsque le juge revint, sa robe flottant derrière lui telle une fumée. Le nom d'Isaiah résonna sur les colonnes de marbre tandis qu'il était appelé à la barre. Ses jambes étaient lourdes, chaque pas vers la chaise des témoins s'écrasant contre des chaînes invisibles. En se levant, il perçut le ricanement de Hawthorne. « C'est un tribunal, pas un hôpital. Vous témoignerez du respect à ce tribunal en vous habillant convenablement, monsieur Monroe. Ce n'est pas Halloween. » Les mots tombèrent comme une pierre dans le vide de la salle. Pendant une fraction de seconde, le temps sembla s'arrêter. Isaiah se tenait là, en tenue d'hôpital, entouré de murs tapissés de portraits de juges et d'hommes politiques qui ne lui avaient jamais ressemblé. Il sentait tous les regards braqués sur lui, certains écarquillés de moquerie, d'autres plissés par une pointe de haine. Il sentit la pièce s'incliner, l'air se resserrer, mais il s'immobilisa et respira profondément, rassemblant une force née de générations qui s'était tenue dans des pièces comme celle-ci et avait refusé de s'incliner. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était claire et inébranlable. Ces uniformes représentent la vie que j'ai consacrée à sauver les autres. Je ne suis pas venu ici pour vous divertir. Je suis venu ici parce que votre système a échoué à protéger la vérité. L'impact de ces mots fut immédiat, comme un coup de tonnerre dans un ciel trop calme. Un halètement parcourut la galerie, un son doux, presque incrédule. Puis, au fond de la salle, une silhouette se leva. Un concierge d'un certain âge, la peau sombre, ridée par l'âge et le travail, se leva en silence. Puis un autre. Un homme plus jeune, les mains calleuses serrées contre lui. Et encore un autre. Une vague lente et régulière d'hommes en uniforme délavé et chaussures usées se leva, muet, puissant. Ce n'était pas le rugissement d'indignation qu'Isaiah avait à moitié redouté, à moitié espéré. C'était quelque chose de plus fort, un refus, une déclaration. Le marteau tonna. Le visage de Hawthorne s'empourpra de fureur, sa voix résonnant par-dessus l'assemblée. « Asseyez-vous, ordre au tribunal, asseyez-vous. » Mais les hommes restèrent debout, leur présence comme un mur qu'aucun marteau ne pouvait briser. Isaiah se leva aussi, non pas par défi, mais par solidarité, le cœur battant non plus de peur, mais d'une fierté douloureuse et féroce. L'espace d'un instant, la salle d'audience fut un champ de bataille, dessiné non pas par des épées ou des poings, mais par le silence et la présence. Les politiciens présents dans la galerie s'agitèrent, certains chuchotant entre eux, d'autres fronçant les sourcils, sachant pertinemment que cette image, ce soulèvement silencieux, n'était pas de celles qu'ils pourraient facilement effacer. Le vent tournait, et peu importe la force avec laquelle le juge Hawthorne frappait du marteau, il ne pouvait l'arrêter. Isaiah resta debout longtemps après que la salle d'audience se fut vidée pour une nouvelle pause, fixant les hautes fenêtres cintrées où la lumière tombait en épais rayons dorés. Dans cette lumière, il pensa au garçon mort, aux nuits passées à étudier près de l'ampoule vacillante de son minuscule appartement, aux mains qu'il avait tenues et aux vies qu'il s'était battu pour sauver. Il repensa aux paroles de son grand-père, un battement de tambour régulier dans son esprit. « On peut vous dépouiller de votre titre, mais jamais de votre vérité. » Le système avait déployé toutes les armes contre lui. Tromperie, humiliation, trahison. Mais il tenait bon. Et maintenant, il n'était plus seul. Le 3e jour du procès se déroula avec la tension électrique et pesante d'un orage sur le point d'éclater. Et Isaiah Monroe le ressentait au plus profond de lui-même. Ce n'était pas seulement l'humidité épaisse qui collait au mur du tribunal, ou le bourdonnement irritant des néons au-dessus de sa tête. C'était quelque chose de plus lourd, une pression dans l'air qui donnait l'impression que chaque respiration était empruntée. Dès l'instant où il franchit les portes du tribunal, revêtu de sa blouse délavée, Isaiah sentit que ce jour serait différent, que le système montrerait jusqu'où il était prêt à aller pour se protéger. Dans la salle d'audience,
Marcus Hill, déterminé et farouche, parcourait ses notes, se préparant à une nouvelle journée exténuante de combat qu'il semblait voué à perdre. À peine avait-il posé sa mallette qu'une greffière se précipita, un fin dossier serré contre sa poitrine, le regard rivé nerveusement sur le banc où siégeait le juge Hawthorne, tapotant le bois de son stylo avec une impatience à peine dissimulée. Marcus feuilleta le dossier et son visage se durcit. Les images de surveillance de la nuit de la mort du garçon, celles qui auraient pu prouver l'innocence d'Isaiah sans l'ombre d'un doute, avaient disparu. Un problème technique, affirmèrent les administrateurs de l'hôpital, dans un langage stérile et répété. Les images avaient tout simplement échoué à être archivées. Un malheureux accident. Personne à blâmer. Rien à faire. Marcus annonça la nouvelle à Isaiah lors d'un échange chuchoté avant le début de l'audience. Isaiah ressentit une sensation familière de pincement au ventre, la même qu'il avait ressentie lorsque les moniteurs étaient tombés à plat 2 semaines plus tôt, la même indignation impuissante qu'il avait saisie lorsque Langford avait balayé ses avertissements d'un sourire narquois et d'un geste de la main. Il ferma les yeux et, dans l'obscurité derrière ses paupières, le visage du garçon apparut, pâle, fragile, sa poitrine se soulevant et s'abaissant par à-coups, désespéré. Isaiah l'avait vu venir. Il avait lutté pour l'en empêcher. Et pourtant, il était là, jugé non pas pour échec, mais pour avoir osé s'en soucier trop. La journée empira lorsque plusieurs médecins qui avaient promis de témoigner en sa faveur prirent la parole pour finalement se rétracter. Leurs paroles étaient creuses, leurs regards refusant de croiser ceux d'Isaiah. Le docteur Patel, qui avait serré l'épaule d'Isaiah quelques jours auparavant pour le soutenir, affirmait maintenant sous serment n'avoir jamais rien vu d'inapproprié dans la gestion du cas du garçon par le docteur Langford. Un autre, le docteur Reynolds, marmonnait nerveusement à propos de procédures standards et de non-dérogation aux protocoles acceptés, la voix tremblante d'une peur bien visible. Marcus essayait d'insister, mais à chaque fois, les objections de l'accusation pleuvaient comme des coups de feu, et le juge Hawthorne les soutenait sans hésitation. Pendant une pause, Marcus s'appuya contre le mur de pierre du couloir, la cravate desserrée et le visage marqué par l'épuisement. Il confia à voix basse qu'un médecin avait avoué en privé avoir été menacé de perdre son permis d'exercer s'il témoignait pour Isaiah. Le conseil d'administration de l'hôpital tirait sur toutes les ficelles, colmatant chaque fuite par des menaces et des intimidations. Isaiah écoutait, sentant une lente brûlure lui monter à la poitrine. Il avait envie de hurler, d'abattre les murs de marbre du palais de justice à main nue, mais il se souvenait de l'avertissement de Marcus la veille. Ils avaient besoin qu'il perde le contrôle. Ils avaient besoin qu'il soit le bouc émissaire furieux et imprudent qu'il pourrait exhiber devant les caméras. Il ne pouvait leur donner cette satisfaction. La salle d'audience semblait plus froide à leur retour, la climatisation fonctionnant malgré l'humidité extérieure. Isaiah était assis, raide sur sa chaise, la mâchoire si serrée qu'une douleur sourde lui irradiait jusqu'aux tempes. De l'autre côté de l'allée, Langford, l'air suffisant et indifférent, échangeait des blagues à voix basse avec Carmichael, l'avocat onéreux de l'hôpital. Leur rire faisait tout l'effet d'une feuille de papier de verre sur les nerfs d'Isaiah, mais il se força à rester immobile, à respirer profondément, à se concentrer sur Marcus, qui s'approchait du banc avec une nouvelle lueur déterminée dans le regard. C'est lors du contre-interrogatoire que Marcus lâcha la bombe. Il commença lentement, préparant le terrain, encerclant Langford avec la patience d'un prédateur. Puis, avec la précision d'un chirurgien, il exhiba un document de son dossier, une chaîne de courriel imprimée entre Langford et plusieurs membres supérieurs du personnel hospitalier. Ces courriels étaient accablants. Langford y expliquait avec désinvolture comment minimiser les retombées après l'incident, comment rejeter la faute sur des membres du personnel suppléables, comment contrôler la situation avant que les journalistes n'aient vent de la mort du garçon. Le langage était clinique, cruel, et empestait la culpabilité. La révélation frappa la salle d'audience avec un coup de tonnerre.
Les journalistes, qui jusqu'alors avaient traité l'affaire comme une simple formalité, se mirent au garde à vous. Des stylos griffonnèrent furieusement sur des blocs-notes. Les appareils photo lancèrent des flashs. Des murmures parcoururent la galerie, s'intensifiant de seconde en seconde, jusqu'à ce que le juge Hawthorne frappe de son marteau et réclame le silence. Il se pencha en avant, le visage rouge de colère, et déclara les courriels irrecevables. Carmichael se leva d'un bond, criant au non-respect du protocole et à des preuves non autorisées. Mais Marcus tint bon. Il argumenta avec acharnement, sa voix s'élevant au-dessus du brouhaha, détaillant comment les courriels avaient été récupérés par un concierge qui les avait découverts par hasard avant qu'ils ne soient effacés du système. Le concierge, un homme discret aux chaussures usées et à la conscience tranquille, en avait glissé une copie à Marcus dans une simple enveloppe, risquant ainsi son emploi et son gagne-pain, car, comme il le disait, certaines choses ne se cachent pas. La joute verbale entre Marcus et Hawthorne fit rage pendant ce qui sembla une éternité. Isaiah resta figé, osant à peine respirer, regardant Marcus se battre non seulement pour sa vie, mais aussi pour l'idée même que la vérité puisse encore compter dans un système conçu pour l'enterrer. Finalement, avec un grognement réticent, le juge accepta les courriels comme preuve, seulement temporairement, en attendant un examen plus approfondi. Ce n'était qu'une petite fissure dans le barrage, mais c'était suffisant. Suffisant pour inverser la tendance, suffisant pour montrer au monde que quelque chose pourrissait sous le sol en marbre poli et les boiseries sombres du palais de justice. Dehors, le grondement s'intensifiait. Ce qui avait commencé comme un petit groupe de manifestants, principalement des infirmières et des militants associatifs, s'était transformé en une masse humaine débordant sur la place du tribunal. Ils portèrent des pancartes au nom d'Isaïe, au nom du garçon, et réclamaient justice. Des chants résonnaient sur les bâtiments de pierre, un rythme rythmé qui exprimait la colère, l'épuisement, une ville au bord du gouffre. Des infirmières en uniforme marchaient aux côtés d'ouvriers du bâtiment, d'enseignants et de ministres. Les citoyens, qui avaient trop longtemps digéré l'injustice, avaient enfin trouvé une cause trop amère pour être ignorée. À l'intérieur de la galerie, l'atmosphère était devenue fébrile. Les politiciens venus observer, confiants que le procès serait rapide et discret, se terraient désormais dans les coins, chuchotant avec urgence dans leur téléphone. Leur masque d'indifférence soigneusement construit se fissurait. La nouvelle s'était rapidement répandue. L'affaire Isaiah n'était plus un scandale local. Elle devenait un sujet de discorde nationale. Les quarts de reportage envahissaient les rues. Les grandes chaînes de télévision interrompèrent leurs programmes pour diffuser des informations en direct. Le sénateur, dont l'influence planait sur les débats comme un nuage d'orage, fut aperçu se faufilant par une porte latérale privée du palais de justice, le visage sombre, disparaissant pour une réunion avec le juge Hawthorne à huis clos. Isaiah était assis au milieu de tout cela, au cœur du cyclone, sentant les fondations du monde qui l'entouraient vaciller et grogner sous le poids d'une vérité trop longtemps niée. Il savait qu'il valait mieux ne pas croire que cela suffirait. Le pouvoir ne cédait pas facilement, et ceux qui s'y accrochaient se battaient avec toute la cruauté et la lâcheté dont ils étaient capables. Mais pour la première fois depuis le début du cauchemar, Isaiah vit quelque chose dont il avait presque oublié l'existence. Une lueur d'espoir. Ce n'était pas une victoire. Pas encore. Mais c'était une brèche dans la forteresse. Une chance. Alors que l'audience s'ajournait pour la soirée, Isaiah sortit dans le crépuscule épais, l'air lourd de chaleur et l'odeur de la pluie imminente. Il s'arrêta sur les marches du palais de justice, contemplant la mer de visages tournés vers lui. Certains applaudissaient, d'autres levèrent le poing en signe de solidarité silencieuse. L'espace d'un instant, Isaiah s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, la vérité avait encore de l'importance. Peut-être que la tempête n'était pas là pour le détruire. Peut-être était-ce là pour purifier les murs. La ville retenait son souffle, et au plus profond d'elle-même, Isaïe trouva la force de respirer à nouveau.